Claude Govard, nous sommes ici dans le cadre des 12e rencontres recherche et création d'Avignon et dans une session qui s'appelle La traversée des secrets. Vous êtes ici parce que vous êtes historienne du Moyen-Âge et plus précisément de la justice au Moyen-Âge. Votre thèse portait sur le crime, État et société en France à la fin du Moyen-Âge et depuis, vous n'avez cessé d'explorer la grâce royale, la peine de mort et vous êtes très engagé dans l'histoire de la justice. Cependant, pour la traversée des secrets, vous êtes venu parler de Jeanne d'Arc, une figure que vous connaissez bien, vous lui avez consacré un beau livre il y a 2 ans chez Gallimard. Mais pourquoi aujourd'hui vous intéressez à Jeanne d'Arc? Qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic, il est déjà très ancien. Bon, parce que c'est un personnage fascinant pour une médiéviste, surtout spécialiste, effectivement, comme vous venez de le dire, de la justice et plus généralement de l'histoire politique. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il y a une partie citoyenne, c'est-à-dire contemporaine. J'en ai un petit peu assez, pour dire les choses un peu vulgairement, que cette Jeanne soit uniquement la panacée de l'extrême droite, alors qu'elle est, à mon avis, elle appartient à tout le monde. Voilà. Et c'est ce que je veux démontrer, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer d'ailleurs dans ce livre, qui n'est pas une biographie, parce que je pense qu'on ne peut pas refaire éternellement la biographie de Jeanne, qui d'ailleurs, pour le coup, et ça rejoint le thème de ce festival, qui serait une fiction complète, hein. Non, c'est une réflexion sur les archives et sur la façon dont les contemporains ont pu la juger. Voilà. Car les contemporains l'ont jugée, mais ils l'ont jugée de différentes façons. Et ce que vous montrez bien, notamment dans ce livre, c'est à quel point c'est un personnage à facettes, d'où cette idée de secret. C'est un personnage insaisissable, même si c'est peut-être la femme la plus connue du Moyen-Âge. Alors, quelles sont ces facettes? Et notamment, on oppose souvent prophétesse ou sorcière. En quoi est-elle prophétesse? En quoi est-elle sorcière? Et qui a intérêt à la présenter comme ça? Alors écoutez, vous savez qu'à l'époque où elle vit, ou quand elle arrive, elle est dans une France très divisée, en 2 clans, on va dire, pour le faire vite. D'une part, les Anglo-Bourguignons et ceux qui leur sont favorables, hein, bien entendu, et tous ceux qui leur sont favorables, qui ont prêté serment d'obéissance, en particulier les élites parisiennes, hein, qui ont prêté serment, et puis de l'autre côté, les partisans du dauphin, qui n'est pas encore sacré quand Jeanne d'Arc arrive justement, puisqu'il ne l'est que le 17 juillet 1429, donc après la victoire d'Orléans, le 8 mai. Et là, on a 2 facettes, effectivement, totalement opposées, avec d'une part alors des Anglo-Bourguignons qui la créent comme une femme infâme, c'est-à-dire comme une putain et comme une sorcière. Et à l'inverse, ceux qui sont au contraire du clan opposé, donc du côté du dauphin, et qui devient donc le roi Charles VII, la voit comme une bergère déjà, bien avant Michelet. Une bergère avec, si vous voulez, des petits oiseaux qui viennent manger sur sa main, c'est-à-dire qu'il la voit comme François d'Assise. Exactement. Alors, ça, personne ne l'invente, il y a 2 témoignages. Un témoignage d'un marchand italien qui écrit à son père et qui raconte les choses, donc qui est relativement impartial. Et puis, il y a le bourgeois de Paris, qui lui est parfaitement anglo-bourguignon, mais qui raconte on racontait que les Armagnacs racontaient que les petits oiseaux venaient manger sur sa main. Et il termine en disant « Mais moi, je n'y crois pas du tout, ce n'est absolument pas vrai ». Les Anglais, eux, qui la jugent, les experts qui la jugent dans un tribunal d'inquisition qui dure 3 mois en 1431 avant de la brûler, la traitent de sorcière. Pourquoi sorcière? Parce qu'elle gagne à la guerre? Parce qu'elle porte des habits d'hommes? Parce qu'elle les a battus? Tout le monde, vous savez, au Moyen-Âge, à cette époque, y compris les élites, croient à la sorcellerie. Tout le monde l'utilise, grosso modo, sauf quelques exceptions. On peut penser à Gerson, enfin bon, tout le monde n'est pas théologien, un théologien comme Gerson. Donc, beaucoup croient à la sorcellerie. Et je pense que les juges, les conseillers donc, de Pierre Cochon, il y en a quand même eu une centaine qui ont défilé, à peu près.
les conseillers de Pierre Gauchon, certains devaient croire à la sorcellerie. Et ils n'étaient pas tranquilles. Quand elle leur dit que, de toute façon, Charles VII gagnera la guerre, là, il y a un instant de panique. Et ils disent, quand? Quelle année? Quel jour? Quel mois? Quel jour? Donc on voit bien qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être envoûtés, tout simplement, par cette femme. Mais alors, les soldats anglais, c'est pire. Les soldats anglais, c'est pire parce que... alors, est-ce que c'est pour se donner bonne conscience, évidemment, d'avoir perdu à Orléans? Mais ils accusent, si vous voulez, Jeanne de les avoir ensorcelés. Et le duc de Bedford, qui est responsable donc de la politique anglaise dans le royaume à ce moment-là, quand il écrit en 1433 à son roi pour avoir un peu plus d'hommes d'armes, il reparle de la défaite d'Orléans. Il dit que ce fut à cause d'un limier de l'ennemi, donc du diable, qu'on appelle donc Jeanne. Et on a le sentiment d'une peur. Il raconte d'ailleurs lui-même que les soldats anglais ne voulaient plus aller à la guerre. Et il a fallu, c'est très intéressant ça, il a fallu quand même la victoire, enfin le fait qu'elle soit brûlée plus exactement, donc le 30 mai 1431, pour qu'ils osent attaquer Louviers. Donc un personnage à facettes, où est la vraie Jeanne? Vous avez trouvé une archive qui la diffame, qui la traite de putain, ribaude, et au fond, vous avez eu envie de sauver son honneur. Mais comment la voyez-vous? Écoutez, cette archive, elle date de 30 ans après l'exécution, donc on est en 1461. Et là encore, vous voyez, on a deux Jeannes en facettes. C'est en même temps que l'écriture de Villon, de François Villon, Jeanne la Bonne Lorraine, du côté des Armagnacs, et puis de l'autre côté, alors que celui qui aurait prononcé cette parole en disant qu'elle était une putain ribaude était entré au service de Charles VII. Mais il n'avait pas quitté finalement son habit de bourguignon. C'est un noble nivernais. Il aurait pu d'ailleurs être accusé de lèse-majesté pour ça, en 1461. Moyennant quoi, la vraie Jeanne, je ne sais pas où elle est. Je terminais toujours mes cours en disant, il y a un moment où l'historien s'arrête. Elle a tellement de personnalité. En plus, elle a été, traquée. Elle est arrivée au bout par ce procès dont vous rappeliez qu'il avait duré très longtemps, 5 mois. Celui de Gilles de Rais, par comparaison, 3 semaines. Elle était usée par la prison, usée par les questions sur les saints qu'elle voyait. Alors au départ, elle reste très très orthodoxe. C'est une lumière. Et puis, ça on est vers le 24 février. Puis petit à petit, jusqu'au 14 mars, les choses changent. Elle leur donne un nom. C'est comme ça qu'on sait qu'il s'agit de l'archange Saint-Michel, de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite. Et puis ensuite, elle leur donne des cheveux. Évidemment, frisés, magnifiques. Et non seulement elle leur donne une tête, mais elle la touche, cette tête. Elle touche la tête, on est vers le 14 mars, et là, c'est l'hérésie. Effectivement, elle était hérétique aux yeux des juges, parce qu'ils y sont arrivés. C'est ce que j'appelle, parce que je travaille aussi avec des magistrats, le mystère de l'aveu. Bien. Alors donc, pour l'honneur de Jeanne, pour l'honneur des historiens, des historiennes aussi qui savent démêler des sources aussi contradictoires et terminer avec le sens du métier, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de cette interview. Merci d'être à Avignon. C'est une expérience formidable. Et voilà, je trouve que quelque part, j'attends bientôt les rendez-vous de Blois, mais c'est de la même veine. C'est-à-dire qu'on a un mélange entre les spécialistes et le public, et c'est formidable.